toutes les sciences de l'éducation, je m'intéresse ni à l'éducation, ni à la pédagogie, aux enfants. Là, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est tout ce qui est trait au travail, à l'action publique et à la science politique. Alors, pour jouer parfaitement français, je qualifierais mon sujet d'austère, presque de rabat-joie. Donc, si je suis ennuyeux, j'en suis désolé. Alors, moi, alternatif, je vais le penser par rapport à l'éducation nationale en France. C'est-à-dire, en fait, les pratiques ou ce que font d'autres acteurs que l'éducation nationale par rapport à la politique éducative en France. Et dernier mot d'excuse, je me désole de mon francocentrisme, je parle juste un petit peu de vocabulaire. Quand je parle de collectivité territoriale, je pense aux villes. Quand je parlerai éventuellement d'intercommunalité, je pense que chez vous ça correspond au NRC. Et département, région, ce serait au-dessus des villes. Et si je parle de communes, mais les collègues qui ont fait la réflexion hier, je ne pensais pas à des regroupements d'adultes aux mœurs alternatifs, mais plutôt à villes. Voilà, juste un point de vocabulaire. Et quand je parlerai d'association de loi 1901, je pense que chez vous ça correspond grosso modo aux organisations communautaires. Donc, moi ce que je vais essayer de dire, d'expliquer, c'est qu'à partir de dispositifs que j'utilise, c'est que l'apparition de nouveaux acteurs complémentaires à l'éducation nationale n'implique pas simplement des changements pédagogiques ou éducatifs auxquels je m'intéresserai, mais implique aussi des changements en termes de financement, d'emploi, d'organisation et de gouvernance. Donc, je reprends mes notes. Je m'intéressais à un dispositif qui s'appelle la réussite éducative. En fait, je prends ce dispositif-là, mais il faut plutôt voir les dispositifs du type de celui de la réussite éducative, et j'oppose en fait le modèle de fonctionnement de ce type de dispositif-là avec celui de l'éducation nationale. La réussite éducative, ça a été créé par un ministère qui s'appelle le ministère de la politique de la ville, qui n'est pas celui de l'éducation nationale, qui n'est pas le gros ministère de l'éducation en France, qui s'intéresse aux quartiers en difficulté et aux élèves en fragilité, le mot n'est pas défini. Ce dispositif a été créé en 2005. Il vise à aider les enfants à travers des parcours individualisés en leur proposant différents types d'actions. Alors ça peut être l'accompagnement à la scolarité, après tout plein d'actions qui ont été faites, la boxe pédagogique, l'équithérapie, on trouve toute une grande diversité d'actions. Et l'une des caractéristiques de ce dispositif-là, c'est de regrouper autour de la situation d'enfants des acteurs des institutions provenant de différents horizons plutôt de type éducation nationale, mais aussi services sociaux, différents services des collectivités territoriales et des associations. Les déclinaisons locales de la réussite éducative, les déclinaisons locales de la réussite éducative s'appellent les programmes de réussite éducative, les PRE, et c'est au sein des PRE que se regroupent ces différents acteurs. Accessoirement, c'est ce que je défends dans ma thèse, j'en parlerai pas, mais je défends dans ma thèse que l'une des finalités de la réussite éducative, c'est d'être un instrument de réforme de la politique éducative afin que les collectivités territoriales et les associations prennent une place plus importante dans la politique éducative. Et c'est parce que je m'intéresse à la réussite éducative, parce que d'une part, elle regroupe les acteurs des acteurs de différents horizons, et d'autre part, parce qu'elle vise à augmenter la place des associations et des collectivités territoriales dans la politique éducative. Donc mon plan va se décompose en trois parties. Dans un premier temps, je m'intéresse aux questions d'organisation et de financement. Dans un deuxième temps, je m'intéresse aux questions d'emploi. Et dans un troisième, aux questions de gouvernance. Et chaque partie s'organise de la même manière. D'un côté, en premier, je parle de l'éducation nationale, qui est un peu le modèle avant, pour vraiment schématiser pour être le plus clair possible. Et ensuite, j'évoque la réussite éducative. Donc, on oublie de dire ça. L'éducation nationale en France est complètement imbriquée à l'État. Les collèges, par exemple, ce sont des personnes morales, ça veut dire qu'ils sont juridiquement autonomes, c'est des établissements publics, mais en fait, ils ont très très peu d'autonomie. Les bâtiments sont gérés par les départements, pour les lycées, ce sont les régions, et les enseignants sont gérés directement par l'éducation nationale. Ils appartiennent directement à l'État. Pour les écoles maternelles et les écoles primaires, ces établissements-là n'ont pas de personnalité juridique, ce ne sont pas des personnes morales. Je ne sais pas en France qui possède l'école primaire, et l'école primaire, pour le public, n'existe pas juridiquement en France. Pareil, donc, les bâtiments sont gérés par
les communes, les villes, et les enseignants sont directement gérés par l'État. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, dans l'éducation nationale, les différents établissements n'ont pas d'autonomie ou une autonomie très faible juridiquement. Et donc, ils ne sont pas, pour ainsi dire, faillibles. Ils ne peuvent pas être mis en faillite. Ils ne peuvent pas fermer la porte parce qu'ils ont plus d'argent. Dans la réussite éducative, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, il y a une cascade de personnes morales, une cascade d'entités qui peuvent être, entre guillemets, en faillite et qui sont juridiquement autonomes. Tout en haut, vous avez l'État. En dessous, alors c'est de 2006 à 2015, ça a un peu changé par la suite, vous avez une agence qui est donc juridiquement autonome. En dessous, vous avez les PRE, qui sont juridiquement rattachés à des établissements publics proches des communes. On va simplement retenir que les PRE sont aussi des entités qui sont autonomes. Et les PRE, soit emploient des différents salariés, je reviendrai par la suite, soit délèguent le travail à des associations ou à des entreprises, plus rarement des entreprises, qui sont là aussi des personnes morales. Et les associations et entreprises peuvent avoir des employés. Donc, dans l'éducation nationale, on avait un modèle qui était complètement relié à l'État, qui appartenait à l'État. Dans la réussite éducative, on a une cascade de personnes morales, c'est-à-dire une cascade d'institutions qui sont autonomes et qui peuvent être, entre guillemets, en faillite. Et donc là, le premier point, c'est que on a vraiment deux modèles qui s'opposent. L'un, l'éducation nationale est une organisation qui peut plus ou moins ne pas être en faillite et où les établissements ont très peu d'autonomie, notamment budgétaire. Dans la réussite éducative, c'est le contraire. On a une cascade d'entités avec les villes et les associations qui peuvent être, qui doivent, les entités toutes, gérer leur budget et s'assumer. Dans l'éducation nationale, on a une vision politique qui se situe à très long terme. Les agents qui appartiennent à l'éducation nationale sont, dans leur grande majorité, fonctionnaires. Et juste pour vous donner une idée du budget de l'éducation nationale en France, c'est le premier budget de l'État, avec, en concurrence avec la dette et la défense. Ça dépend qui est où. Dans la réussite éducative, la vision à long terme s'arrête à 1 an. Pourquoi? Parce que l'État transférait les financements à l'accès sur 1 an, subvention annuelle. Mécaniquement, l'accès finançait les PRE au plus sur 1 an, qui mécaniquement finançait les associations au plus sur 1 an. Donc on a vraiment une différence importante de temporalité. Comme dans la réussite éducative, on a toute une strate de cascade d'entités autonomes qui doivent gérer leur budget, elles peuvent aussi avoir des financements privés, ce qui était le cas de manière complètement marginale au sein de l'éducation nationale. Alors certes, on peut trouver des petits dispositifs qui permettent aux établissements scolaires d'avoir des financements privés, mais la chose est sans commune mesure avec la réussite éducative. L'accès pour avoir des financements privés, même si on n'en a pas les a pas utilisés, les PRE pouvaient l'avoir et en ont un peu profité, et les associations, elles, sont de plus en plus en France financées par le privé. Donc là, on a une rupture en termes de modèle de financement. Donc juste au titre de conclusion intermédiaire, c'est que dans l'éducation nationale, il y a une vision à long terme, une quasi-absence de financement privé. Dans la réussite éducative, on a une vision à court terme et les financements privés qui sont importants, qui sont de plus en plus, puisque les budgets de l'État ont tendance à se contracter. J'en viens maintenant aux questions de l'emploi. Après avoir parlé argent, je vais encore parler un petit peu argent. Juste pour vous donner l'idée, les effectifs de l'éducation nationale en France représentent la moitié de la fonction publique d'État. Vous prenez tous les individus qui relèvent de l'État, qui sont fonctionnaires de l'État, la moitié travaillent de l'éducation nationale. Et c'est le statut le plus typique de la fonction publique. Alors, la fonction publique en France, c'est une chose qui est particulière, qui est développée. Ça représente un peu un au-delà de l'emploi. Au-delà de l'emploi, je pense à un sociologue, un juriste plutôt, Alain Supiot, qui avait défini la fonction publique comme un au-delà de l'emploi, puisque juridiquement, les agents de la fonction publique ne sont pas salariés. Ils n'ont pas de contrat de travail, ils sont nommés par arrêté. C'est-à-dire que c'est la puissance publique qui dit vous allez travailler comme maître de conférence, mais vous ne signez pas un contrat de travail. Autre exemple, les agents de la fonction publique détiennent un grade qui est attaché à leur personne des suites d'un concours. Ça veut dire que si vous êtes employé comme tel grade, en rédacteur en France, un grade, et bien vous travaillez dans tel service ou dans tel service, et bien de manière schématique, vous allez toucher le même traitement.
il ne touche pas des salaires, un fonctionnaire en France ne touche pas un salaire, il touche son traitement, et l'emploi est à, entre guillemets, à vie. Globalement, pour enlever le statut de fonctionnaire, il faut refaire une loi. C'est quelque chose d'assez rare. Ça arrive, c'est beaucoup discuté en ce moment, mais c'est quelque chose qui est assez rare. Et donc l'emploi est à vie, tous les agents dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire que si le ministre demande à son ordinateur de lui tirer la liste de ses agents, excusez-moi, et bien il peut. Tous les agents sont reconnus. Dans la réussite éducative, on n'a rien de tout ça. Les fonctionnaires sont très rares. Il y en a, mais c'est très rare. Ensuite, on a des contractuels. C'est, je pense, une part assez minoritaire des agents. Et les contractuels, pas des contrats très hauts. Rappelez-vous, on avait toute une cascade de personnes morales, d'handicap autonomes, qui étaient financées sur un an. Donc les agents contractuels ne sont pas financés sur beaucoup plus longtemps. Je reprends une enquête un peu vieille qui a été faite en 2010, mais je pense que c'est une des plus intéressantes sur le sujet. Eh bien, en mars et avril 2010, il y a eu une enquête qui consistait à demander aux personnes, entre autres, quand est-ce que votre contrat se finit. Pour ceux qui connaissent la réussite éducative en France, c'est l'enquête GEST qui a été faite en 2010. Eh bien, donc c'est une enquête qui a été faite en mars 2010. Eh bien, 25% des agents répondaient qu'en juin 2010, leur contrat se terminait. 56% des agents ont répondu que fin 2010, leur contrat se terminait. Donc pour une enquête qui a été réalisée en mars 2010, eh bien 80% des agents avaient un contrat qui se terminait avant la fin de l'année 2010. Simplement 5% des agents affirmaient avoir un contrat qui s'arrêtait après l'année 2011. Et là, je parle des agents contractuels, et je pense que c'est une part assez minoritaire de l'ensemble des effectifs de la réussite éducative, qui sont plus ou moins indénombrables par ailleurs, auxquels il faut rajouter les vacataires, qui sont des contractuels payés à la journée ou à l'heure, qui vont prendre en charge les traitements. Et ensuite, il faut rajouter les bénévoles et les services civiques. Les services civiques sont des volontaires, des personnes qui travaillent sans relever du droit du travail, 25 heures par semaine pour environ 450 € par mois en France. Il faut qu'ils en dessous de 25 ans, qui agissent soit directement au niveau des PRE, soit au niveau des associations. Donc, juste pour refaire un petit point sur l'emploi, titre de conclusion transitoire pour respecter votre ligne. Donc d'un côté, on a une sorte d'au-delà de l'emploi avec des agents qui sont employés à vie, même si l'emploi ne doit pas s'entendre au sens juridique, pour ce qui concerne l'éducation nationale. De l'autre, on a une cascade de personnes morales où on a quelques agents qui sont fonctionnaires, mais c'est vraiment quelques-uns, des agents qui sont contractuels, engagés sur moins de 1 an plus souvent, ou 1 an ou 2 maximum, et des vacataires et des services civiques. C'est-à-dire des agents qui ne relèvent pas du droit du travail. Maintenant, j'en viens à la gouvernance, ou plutôt la gouvernementalité, pour reprendre Foucault. Je refais un point sur l'éducation nationale. Globalement, schématiquement, dans l'éducation nationale, quand le ministre veut faire quelque chose, par exemple, faire une rentrée du collège en musique, il fait une circulaire, et la circulaire va s'appliquer à tout le monde, et donc on est sur un rapport de subordination, puisque les collèges, les écoles primaires, les écoles maternelles relèvent directement de l'éducation nationale. Donc, il y a un rapport de subordination. Le principe, c'est la circulaire, c'est le principe de la bureaucratie. Dans la réussite éducative, les entités sont autonomes. Donc, d'un point de vue strictement juridique, l'État ne donne pas d'ordre à l'accès, qui est une entité autonome, qui ne donne pas d'ordre aux PRE, qui sont autonomes, qui ne donne pas d'ordre aux associations, qui sont aussi autonomes. Mais, parce qu'il y a un mais, elles sont autonomes, elles n'ont pas d'ordre ni de circulaire, elles ne reçoivent pas d'ordre ni de circulaire, mais il y a des discussions, des dialogues de gestion, où c'est un peu, vous faites ce que vous voulez, moi j'aimerais bien que vous fassiez ça, mais vous faites ce que vous voulez, mais je vous finance plus ou moins selon ce que vous faites. Mais vous restez autonome. Et alors là, si j'essaie de monter en généralité dans les 4 minutes qui me restent, et si j'en tiens, si je me mobilise Michel Foucault et ses propos sur ses réflexions sur le néolibéralisme, et bien dans le néolibéralisme, il voit un mode de gouvernement, un mode de gouvernementalité. Je vais avoir tout ce slide là-dessus. Un mode de gouvernementalité où il y a des entités qui sont libres, des entités qui sont autonomes. Et alors attention, il n'oppose pas la liberté à la domination et à la contrainte, il pense la liberté comme une technologie de domination. C'est parce que vous êtes libre
que vous allez faire tel et tel choix parce que vous maximisez vos profits. Si je prends un exemple en 2 minutes, vous imaginez 3 lapins sur une route, derrière vous mettez un feu de forêt, à gauche vous mettez un ravin, à droite vous mettez des chasseurs, les lapins ils sont libres, mais mécaniquement s'il y a des dangers derrière, à gauche et à droite, ils vont aller devant. Si vous mettez 2 terriers pour 3 lapins, et qui ne peuvent se sauver, qu'il n'y en a que 2 qui peuvent se sauver, et bien ils vont courir encore plus vite. Mais à chaque fois les lapins ils sont libres. Ça, le coup des terriers, c'est un peu le principe des appels à projets. Vous faites le meilleur projet et vous allez avoir les quelques financements. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve avec les entités qui sont libres, autonomes. On leur dit, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez des financements, il faut plutôt aller dans telle direction. Et dans le néolibéralisme, selon Michel Foucault, l'État doit organiser ce mode de fonctionnement, en concurrence, et sur les principes du marché pour faire vite, mais doit aussi se plier lui-même à ce mode de fonctionnement. Et c'est un peu ce qu'on observe avec toutes les rhétoriques sur l'État léger ou le retrait de l'État, puisque finalement, avec la rétractation des financements, mais surtout le fait qu'il y ait très très peu d'emplois et d'employés dans la réussite éducative et que les employés le sont à très court terme, eh ben on a finalement quasiment une espèce d'action publique qui est la bilan. Et pour conclure, vraiment si je vous ai perdu les 3 mots que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est que concernant la réussite éducative, et peut-être au-delà, c'est un point de discussion, l'apparition, le développement de nouvelles pratiques avec de nouveaux acteurs implique aussi le développement d'une forme de néolibéralisme dans la politique éducative. Et je pense que l'un des enjeux, peut-être, là je quitte un peu la sociologie et j'exprime un peu plus librement, c'est peut-être de penser le développement de pratiques et l'amélioration de pratiques éducatives pédagogiques, mais qui ne soient pas en même temps, qui ne soient pas aussi utilisées pour développer des formes d'État qui soient plus conformes, qui soient plus conformes à la doctrine néolibérale, qui soient moins conformes à la doctrine néolibérale. Ce qui se passe actuellement, pour certains des dispositifs que j'étudie, c'est qu'en même temps, il y a le développement de pratiques alternatives, et en même temps, il y a des formes d'emploi, des formes d'organisation de l'État qui sont beaucoup plus labiles. Voilà, ça sera le mot de la fin. J'espère que je ne sais pas complètement